Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo. Aujourd'hui, on va parler MotoGP et revenir sur la grille 2027. Enea Bastianini a été annoncé ce matin chez Trackhouse en provenance de Tech 3. Pour m'accompagner aujourd'hui, Luca Bartolomeo. Comment ça va, notre spécialiste MotoGP? Eh bien, ça va super. On voit que le marché des transferts ne s'endort pas. Il y a Bastianini qui a été annoncé à l'heure où on tourne et je pense que d'autres annonces vont arriver. C'est ça, Donc on va c'est le pouvoir en puzzle parler. qui se fait petit Exactement. à petit. Alors, on a parlé d'Enea Bastianini. On peut peut-être reprendre depuis. Donc, c'est Aprilia Depuis le qui est début. la première usine. Voilà, on va trouver ce puzzle. On va trouver un point où commencer à le le bon toucher. ordre. Donc Aprilia qui est la première usine à confirmer ses 4 guidons pour 2027. Si on revient sur du coup l'équipe d'usine, Aprilia pour 2027, on le sait, c'est Marco Bezzecchi et Francesco Bagnaia qui Exactement. vient de Ducati. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce line-up? Est-ce que aussi tu peux un peu nous revenir sur comment il s'est constitué ce line-up? Eh ben, je pense que d'abord, la priorité d'Aprilia en début d'année, c'était de sécuriser la prolongation de contrat de Marco Bezzecchi, étant donné les résultats qu'il avait enchaînés. On le rappelle, entre Portugal et Austin, il avait enchaîné 5 victoires consécutives, même si maintenant, voilà, il a eu quelques mauvaises performances, des blessures et tout ça. C'était la priorité numéro 1 d'Aprilia. Et puis pour Francesco Bagnaia, eh bien, ce guidon chez Aprilia, c'était peut-être la meilleure porte de sortie possible de chez Ducati, puisqu'on savait que Ducati était fortement intéressé par Pedro Acosta, mais sans spoiler le reste de l'émission, on y reviendra plus tard. Et Aprilia était très intéressé par le fait de former un duo italien avec Marco Bezzecchi et Pecco Bagnaia qui viennent tous les deux de la VR46 Riders Academy, donc un duo prometteur. Bagnaia qui en plus a signé sur 4 ans avec Aprilia, donc c'est un duo qui promet de durer. Si on prend du coup ces pièces du puzzle, Francesco Bagnaia prend la place de Jorge Martin qui lui part chez Yamaha. Exactement. Il sera accompagné de Ayogura, même chose. Qu'est-ce que tu penses de ce line-up? Est-ce que tu crois au retour du projet Yamaha, cette fois mené non pas par Fabio Quartararo, pardon, mais par Jorge Martin? Je pense que Jorge Martin s'est fermé des portes avant tout. Donc voilà, chez Ducati, il est parti pour rejoindre Aprilia. Chez Aprilia, il s'est fermé des portes en ayant ce jeu de je m'en vais pas l'année dernière. On sait qu'il discutait avec Honda à ce moment-là. Est-ce qu'en restant chez Aprilia, il s'est pas aussi fermé des portes chez Honda? On rappelle aussi qu'en début de carrière, ça s'est pas très bien passé non plus avec KTM. Alors est-ce que Yamaha, c'était pas finalement la seule option possible pour conserver un guidon d'usine? C'est la moins pire des solutions? La moins pire des solutions, je dirais pas, parce que quand on veut un guidon d'usine, actuellement, le guidon d'usine de Yamaha est le moins performant. Mais voilà, Jorge Martin, c'est un champion du monde, c'est quelqu'un qui voulait conserver une place dans une équipe officielle. Et donc, voilà, il a trouvé refuge, j'ai envie de dire, chez Yamaha. Pour Ayogura, en revanche, c'est peut-être une meilleure chose. Lui, il a fait ses armes chez Trackhouse Aprilia. Il s'est aussi fermé des portes chez Honda, qu'il avait formé, et puis il leur a tourné le dos en arrivant en MotoGP. Maintenant, il a fait ses armes, c'est devenu un des meilleurs pilotes du plateau. Et le fait d'évoluer en tant que pilote d'usine dans une équipe japonaise, je pense que ça peut lui conférer aussi un environnement qui lui permettra de parfaire du coup cette éclosion à laquelle on assiste véritablement cette année. On continue donc dans notre puzzle. On était chez Yamaha avec Jorge Martin qui, d'une certaine manière, reprend la place de Fabio Quartararo qui lui part chez Honda. Honda, exactement. Fais-nous rêver, donne de l'espoir à notre public français. J'ai envie de vous faire rêver, mes chers amis français, mais on sait qu'en 2027, il y a une nouvelle réglementation technique. Ça va probablement rebattre les cartes au sein de la hiérarchie. De là à ce que les forces en présence basculent vraiment du tout au tout, je pense que personne ne peut le prédire actuellement. Néanmoins, voilà, Honda travaille sur le 850 comme toutes les autres usines. Pour le moment, ça se passe bien. Quartararo, on sait aussi que c'est un pilote qui est capable de faire la différence quand il a une moto, même un petit peu en dessous de celle de ses concurrents. On a vu ce qu'il a fait avec Yamaha l'an dernier. Le talent est là. Et je pense que, voilà, même avec les forces en présence, la Honda, c'est pas la pire moto. Elle est très proche des KTM. Et je pense, oui, que j'ai envie de croire, en tout cas, que l'an prochain, Fabio Quartararo pourra nous faire revivre certains coups d'éclat au guidon de la Honda. Et je pense que voilà, il sera dans un bon environnement. En tout cas, le projet tient la route et ça peut bien fonctionner. Parce que justement, tu l'as dit, on a pour l'instant assez peu de clés de lecture pour savoir à quoi ressemblera la hiérarchie l'année prochaine. Si on se concentre sur Fabio Quartararo, est-ce que le fait de, après plusieurs années passées chez Yamaha et on va dire à s'empêtrer dans ce projet qui peinait à retrouver un petit peu du galon, est-ce que le fait de complètement changer d'environnement, je vais dire, ça peut le permettre ce serait la bonne chose pour sa carrière? Je pense que c'est la bonne chose quand on voit la situation actuelle qu'il y a chez Yamaha.
Après autant d'années à galérer, personne n'aurait eu envie de rester. Et puis comme il le dit si bien, hein, dans 15 ans, Yamaha sera toujours en MotoGP, moi je n'y serai plus. Donc c'était le bon moment pour changer. J'espère pour lui que c'était le bon choix. Et j'espère pour lui que ça fonctionnera. Et puis on verra, je pense qu'il sera aussi bien épaulé. Il y a des pilotes intéressants chez Honda l'an prochain, donc on va en parler peut-être. Justement, voilà, restons dans le giron Honda. Est-ce qu'on peut déjà parler de son éventuel coéquipier? Est-ce qu'on a déjà des petits noms à placer? Alors Honda, c'est un petit peu particulier parce que l'équipe a aussi annoncé tous ses pilotes pour l'an prochain, mais pas encore qui va où. C'est ça. Donc on sait déjà que Quartararo sera dans l'équipe d'usine. On sait que Johan Zarco sera dans l'équipe satellite LCR. Donc on aura 2 Français chez Honda, ça aussi, ça va être chouette à suivre. Et puis on a Diogo Moreira, qui est l'actuel coéquipier de Johan Zarco, et David Alonso, qui est champion du monde de Moto3 2024, et qui va monter du coup du Moto2 au MotoGP. On ne sait pas encore non plus Mais on ne sait pas encore lequel dans quelle case. Il sera coéquipier d'un Français. Voilà. Lequel? Il y a quand même des signes et des bruits de paddock qui nous indiquent que ce sera Diogo Moreira aux côtés de Fabio Quartararo. Ce serait justifié au vu de la saison de rookie très prometteuse qu'il est en train de réaliser, et du coup de mettre plutôt David Alonso dans un environnement d'apprentissage avec un peu moins de pression, hein, parce que quand même être pilote d'usine, il y a tous les enjeux que ça implique, c'est quand même plus de pression, et donc de le faire évoluer aux côtés de Johan Zarco et de mettre Diogo Moreira aux côtés de Fabio Quartararo. Donc on l'a dit, aux côtés de Fabio Quartararo, ce sera David Alonso. Il a longtemps été pressenti pour rejoindre le giron Ducati. Effectivement. Alors, embrayons toujours pour continuer dans notre puzzle. On se fait des transitions là comme ça, c'est magnifique. Chez Ducati, on a donc déjà 4 guidons officialisés dans l'équipe d'usine Ducati et chez Gresini, mais il nous reste 2 guidons chez le VR46. Revenons un peu, commençons de base. Donc Marc Marquez, ça continue. À ses côtés, on a parlé de Bagnaia tout à l'heure, c'est Pedro Acosta. Qu'est-ce qu'on pense de ce line-up? Moi, je pense que ça va être le line-up le plus explosif de la saison prochaine. Ça va être très intéressant à suivre. On a déjà vu les deux se friter de temps à autre en piste cette année. On rappelle, il y a eu le sprint en Thaïlande, il y a eu le Grand Prix de Hongrie où les deux se sont battus. Pedro Acosta a souvent dû céder face au Ducati parce que pour le moment sa KTM ne lui permet pas de jouer la victoire durant en tout cas tous les tours de la course. Et donc je pense que avec une moto qui devrait rester une des références l'an prochain, ça va être très intéressant de voir un petit peu le vieux champion se battre contre le jeune requin, puisqu'il est surnommé le requin de Mazarone, qui a les dents bien limées. Parmi les rumeurs, et on a aussi parlé de retraite de Marc Marquez, est-ce que avec la signature de Pedro Acosta, Ducati ne prépare pas l'après Marc Marquez? Est-ce qu'on peut pas voir un projet à long terme avec ce pilote, ou est-ce que à l'inverse, on pourrait aussi avoir des rumeurs d'arrivée de nouveaux pilotes et donc conserver ce line-up avec 2 pilotes, non pas un pilote numéro 1, un pilote numéro 2 en la personne de Pedro Acosta et un accompagnant peut-être dans les catégories inférieures, mais on aurait encore d'autres gros noms qui pourraient arriver chez Ducati. Bien sûr, et à ce niveau-là, c'est même peut-être surprenant du coup ce qui se passe chez Ducati, parce qu'on voit que là où l'usine a formé quasiment toute la jeune génération italienne qu'on retrouve aujourd'hui en Grand Prix, et bien là, ils ont plutôt misé sur les jeunes talents espagnols. Donc on a Pedro Acosta dans l'équipe d'usine, on a Daniel Olgado qui a signé chez Gresini en venant du Moto2 qui est aussi espagnol, et on a Fermin Aldeguer qui fait partie du projet à long terme aussi de Ducati depuis quelques années, qui devrait trouver un guidon chez VR46. Ça fait partie des guidons qui n'ont pas encore été officialisés par Ducati pour 2027, mais donc voilà, Ducati qui, je pense, n'a pas à s'inquiéter pour son avenir vu les jeunes recrues qu'ils ont dans leur giron. C'est ça, il y a de la place derrière. Justement, on parlait de Ducati, tu l'as déjà un petit peu introduit avec Dani Olgado, ce sera Johan Mir à ses côtés. Qu'est-ce qu'on en pense de cette signature de Johan Mir et justement dans ce dont on parlait du giron Ducati? Est-ce qu'il y a encore une fois peut-être un test, une opportunité de le faire monter dans l'écurie d'usine, ou la place serait plutôt à d'autres jeunes? Non, je pense que la place est plutôt à d'autres jeunes qui vont progressivement évoluer dans le giron de Ducati. Moi, je suis quand même assez dubitatif par rapport à la signature de Johan Mir, étant donné ce qu'il a montré avec Honda depuis 3 ans. On sait que même s'il se cache entre guillemets derrière l'excuse de c'est une moto que je dois pousser à fond et tant pis si je chute, il y a quand même les statistiques qui font que Johan Mir est un pilote qui coûte cher, qui chute beaucoup, qui n'apporte pas énormément de résultats, ou en tout cas pas réguliers du tout. Trouver refuge dans ce qu'on peut considérer comme l'une des meilleures usines du plateau, même si on le rappelle, il y a toujours ce doute en 2027. Pour moi, c'est un beau cadeau pour Johan Mir, et j'espère pour Gresini et pour Ducati qu'il leur fera honneur et qu'il les remerciera comme il se doit. Mais encore une fois, non, je pense que c'est vraiment
une belle opportunité qui se présente à lui. Mérité ou pas, ça, il me fera peut-être mentir l'an prochain. On parlait de Marc Marquez, il y a son frère qui lui quitte donc le géant Ducati pour rejoindre KTM. Il sera accompagné de Fabio Di Giannantonio. Alex Marquez qui aurait pu aussi occuper ce rôle de formation et d'accompagnement de ce nouveau projet en 2027. Je pense que le choix venait plutôt des pilotes de ce côté-là, de Fabio Di Giannantonio et d'Alex Marquez. Ils arrivent à un stade de leur carrière, ils approchent de la trentaine aussi, où ils ont accompli ce qu'ils avaient à accomplir peut-être dans des teams satellites. Ils cherchaient un guidon d'usine. Le projet KTM est pas trop mal embarqué. Il est même plutôt séduisant pour ces deux pilotes qui, en plus de ça, pourront peut-être doubler voire tripler leur salaire étant donné qu'ils auront un guidon d'usine. Et puis, il y a tout cet encadrement qu'on a quand on est pilote d'usine et qu'on n'est pas pilote satellite. Je pense que les deux recherchaient. Et donc, c'est une bonne signature pour les deux. Alors, du point de vue des pilotes, forcément, c'est une belle opération. Est-ce que du point de vue de KTM, c'est une belle opération? D'autant que dans l'écurie satellite, chez Tech 3, on n'a toujours pas de guidon officialisé. On sait du coup qu'Enea Bastianini ne restera pas chez Tech 3. On connaît, sans que ce soit officiel, les remplaçants de Enea Bastianini et Maverick Viñales, qui devraient être du coup Senna Ajus, l'Australien venu de chez Intact GP en Moto 2, et Luca Marini, venu de l'équipe officielle du coup de Honda. Je pense que pour KTM, c'est des transferts qui sont intéressants, autant chez Tech 3 que dans l'équipe officielle. On a d'un côté avec Ajus un rookie très prometteur, de l'autre côté avec Marini un pilote qui est un très bon metteur au point, et puis Di Giannantonio et Alex Marquez qui viennent de chez Ducati, qui ont aussi un petit peu cette culture de la gagne et du fait d'évoluer aux avant-postes depuis quelques années. Et donc, je pense que KTM a fait un bon mercato. Ouais. Il nous reste quelques teams satellites et après on aura fini ce puzzle. On parlait tout à l'heure de Gini Antonio qui venait de la VR46. Ça libère des places chez VR46. Qui, selon toi, pourrait remplir ces guidons laissés vacants? On attend Nicolo Bulega, venu cette fois-ci pas du Moto2, mais du Superbike. Donc l'autre grand championnat de vitesse de la Dorna. Nicolo Bulega qui domine outrageusement actuellement le Superbike. Il a déjà 26 victoires cette saison. Il devrait être champion durant les rendez-vous qui arrivent. Il y a le prochain qui est à Manicourt. Et puis il y en aura encore deux autres cette saison. Mais c'est qu'une question de temps avant qu'il soit champion. Et après avoir dominé autant cette catégorie, il était logique qu'il fasse la même transition que Toprak Razgatlioglu et donc de faire le saut du Superbike au MotoGP. On verra ce que ça donne. Nicolo Bulega, c'est aussi un pilote qui bosse sur le projet 850 cm3 de Ducati depuis 2 ans maintenant et qui connaît déjà la moto puisqu'il roule toute l'année. C'est lui qui fait les tests privés avec. Donc voilà, c'est un transfert qu'il faudra suivre, je pense, l'an prochain. Il nous reste encore donc quelques écuries satellites. On parlait de Trackhouse avec Bastianini en introduction. Il sera accompagné de Fernandez. Qu'est-ce qu'on pense de ce line-up, surtout pour Aprilia, parce qu'on a Bezzecchi et Bagnaia. Qu'est-ce qu'on peut imaginer à l'avenir en ayant ce line-up chez Trackhouse? Ça va être aussi assez intéressant. Raúl Fernandez qui explose vraiment cette année, depuis sa victoire en Australie l'an dernier et depuis... je dirais le 5e Grand Prix cette saison, on le voit vraiment évoluer à un autre niveau. L'environnement dans lequel il évolue chez Trackhouse lui a aussi permis d'exploser après les saisons difficiles en MotoGP. Et donc cet environnement va aussi changer l'an prochain avec le départ de Davide Brivio. Il faudra voir un petit peu ce qui se met en place chez Trackhouse et la nouvelle dynamique que va vraiment avoir le team pour voir si Fernandez et Bastianini pourront vraiment, parce que Bastianini, on le sait, il a eu des années un petit peu difficiles chez Tech 3. Est-ce que ces deux pilotes vont pouvoir Fernandez poursuivre sur sa lancée et Bastianini vraiment renaître? Ça va être intéressant de voir ce qui se passera chez Trackhouse. Et pour conclure cette grille MotoGP 2027 avec nos équipes satellites, Toprak Razgatlioglu chez Pramac Ducati. Qui ça, Hugues? J'allais me demander, j'ai te demandé de noter sur 10 ma prononciation de ce nom de famille. J'ai déjà appris Kvaratskhelia au PSG. Là, je pense qu'on est plutôt à 3, mais si vous n'avez pas encore lu notre interview de Toprak Razgatlioglu, qui a été publiée fin juin dans Auto Hebdo, il nous avait donné des conseils pour prononcer son nom. C'est ce que j'allais dire. Il va falloir faire un petit, et donc voilà, petit tutoriel de prononciation. Alors, je laisse notre spécialiste MotoGP prononcer ces noms de famille. Justement, à côté de Toprak, de son prénom, qui est-ce qu'on voit dans ce deuxième guidon chez Pramac? Ça devrait être Izan Guevara, donc aussi un jeune prometteur du Moto2. Les résultats sont bons cette saison, pas assez réguliers encore pour vraiment
avoir la conviction que c'est un bon choix, mais il a l'avantage d'évoluer dans le giron Yamaha en Moto 2, puisqu'il évolue chez Pramac Yamaha Moto 2, et donc voilà, c'est une signature plutôt C'est le logique, choix de la continuité. qui n'a pas encore été officialisée, mais qui devrait du coup compléter notre grille pour la saison prochaine. On ne pourrait pas conclure cette vidéo sans parler des oubliés. Donc, parlons d'abord des pilotes MotoGP de cette grille 2026 Oui. qui n'auront plus de guidon en MotoGP en 2027. Alors là, on compte du coup Alex Rins chez Yamaha, qui ne devrait pas poursuivre, Brad Binder chez KTM non plus, Maverick Viñales de chez Tech 3, ensuite on a Franco Morbidelli de chez VR46, et enfin Jack Miller de chez Pramac Yamaha. Ça fait pas mal de monde quand même. Ça fait pas mal de monde. Dans les 5 que j'ai cités, à part Viñales, tous devraient trouver refuge en Superbike. Certains pour une continuité avec la même marque, d'autres qui changeront de marque. C'est notamment le cas de Binder qu'on attend chez EBM, ou les bruits de couloir qui courent pour un transfert de Rins chez Ducati. Morbidelli, lui, devrait trouver refuge dans l'équipe d'usine de Ducati en Superbike, et un échange véritablement avec Nicolo Boulega. Et Jack Miller, du coup, devrait poursuivre avec Yamaha. Et puis, il y a Maverick Viñales. Et Maverick Viñales, il a fait parler de lui cet été parce que il a littéralement fermé les portes au Superbike en disant qu'il n'irait pas rouler là-bas. Le problème, c'est que les portes lui sont plutôt fermées en MotoGP. Oui, c'est ça, tu fermes des portes, mais bon, mais elles te sont fermées aussi. Donc, c'est dommage parce qu'on ne sait pas ce que ce pilote va faire l'an prochain, alors que c'est quand même un très bon pilote. Même si, oui, il a eu l'habitude de se friter avec les usines quand tout n'allait pas dans son sens, ou qu'il y avait des choses qui allaient un petit peu contre lui. Mais ça reste un pilote avec un talent énorme. Ce serait dommage de ne pas le voir courir dans un championnat majeur l'an prochain. Merci beaucoup Lucas Bartolomeo, notre spécialiste MotoGP, de m'avoir accompagné pour faire ce tour d'horizon de la merci à toi, MotoGP ça m'a 2027. permis de refaire le tour aussi de mon côté. C'est ça, on remet un petit peu les choses en ordre. On verra bien sûr avec les officialisations qui restent à attendre, et on verra à quoi ressemblera. On aura le temps d'en reparler plus tard dans l'année, avant le lancement officiel de cette saison 2027. Dizaine de grands prix. Puis il reste une partie de saison MotoGP 2026 à faire. Encore tout à fait indécise. Exactement. Merci beaucoup Lucas. Merci à toi Hugues.